Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis auteur de bande dessinée, j'ai 58 ans et j'aime bien pratiquer une bande dessinée de fiction et de non-fiction. Bonjour Étienne Davodo. Bonjour. Pas facile de trouver à partir de ces quelques éléments. Étienne Davodo, auteur de plus d'une quarantaine d'albums, Lulu Femme Nue, Géronimo, Max et Zoé en jeunesse, Ouloir, sorti il y a quelques semaines, on aura l'occasion d'en reparler. Mais si on a voulu t'accueillir dans ce podcast, c'est aussi à l'occasion de l'exposition Croquet, qui est actuellement au musée de la bande dessinée d'Angoulême, et qui revient sur les liens entre nourriture, boisson au sens large et bande dessinée, puisque tu es celui, si j'ose dire, qui a lancé cette mode, même si le mot est moche, mais ce courant de bande dessinée de reportage, notamment dans les vignes, et puis après qui s'est élargi aussi dans les champs de tous les paysans. C'était en 2011, avec bien sûr Les Ignorants, et ce sous-titre qu'on a souvent oublié, mais Récit d'une initiation croisée, qui dit beaucoup. T'étais allé à la rencontre de Richard Leroy, vigneron, en biodynamie, pour qu'il t'enseigne la viticulture et qu'en échange, entre guillemets, tu lui enseignes la bande dessinée. Comment à l'époque t'étais venue l'idée de ce livre? Parce qu'aujourd'hui ça paraît être une évidence tant on en a vu depuis, mais à l'époque il n'y en avait pas tant que ça qui avait fait cet exercice-là. Non, alors l'exercice de l'initiation croisée, c'est vrai qu'elle est assez rare et c'est l'idée qui m'a permis en fait de m'immerger dans les vignes de Richard et dans son univers du vin. Richard Leroy, je le connaissais depuis longtemps, on vit dans le même village en Anjou. Ça faisait longtemps que je me disais qu'il y avait là un sujet, que ce type-là, dans son rapport au vin, dans son rapport à la vigne, dans son rapport à la nature, et dans son rapport aux autres aussi, parce que pour lui, le vin, c'est d'abord un lieu de rencontre. Il y avait là un sujet, mais je ne savais pas comment aborder ce sujet. Quand on fait ce genre de bande dessinée, il faut évidemment un sujet, ça va de soi, mais il faut aussi une entrée. Il ne faut pas juste avoir un sujet, il faut avoir une façon d'aborder la chose. Et avec Richard, je savais que j'avais le sujet, je n'avais pas encore l'entrée, jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'il ne connaissait pas du tout la bande dessinée, qui est mon domaine. Et donc je lui ai proposé ce deal un peu étrange, je lui ai proposé de m'embaucher comme ouvrier vigneron, de ne pas me payer, mais en échange, je lui ai imposé de lire de la bande dessinée et de découvrir la bande dessinée. C'est une sorte de jeu qu'il a accepté volontiers, ça nous a pris 1 an et demi, on s'est beaucoup amusé, c'était vraiment une formidable expérience, et Les Ignorants, c'est le récit de cette expérience-là. Comment tu travaillais concrètement, j'allais dire? Est-ce que tu prenais des clichés, des photos, des petites vidéos, tu faisais des croquis sur les carnets sur place, ou c'est le soir ou au bout d'une semaine chez toi, tu t'essayais de te remémorer finalement ce qui restait de cette expérience? Un des avantages de cette discipline de la bande dessinée de non-fiction, c'est précisément à mon avis sa légèreté technique, c'est-à-dire que moi je pars du principe que les choses dont je vais me souvenir le soir, c'est des choses intéressantes. Et quand on passe 8 heures à travailler dans les vignes avec un vigneron, il n'y a pas 8 heures utiles narrativement, heureusement d'ailleurs, parce que le livre serait interminable. Donc sur une journée de travail, il y a quelques réflexions, quelques ambiances, quelques moments très fugaces qui nous semblent intéressants et qu'on va mémoriser. Et c'est ceux-là que je vais retenir et que je vais redessiner a posteriori. Donc dans les vignes, moi je travaillais, j'étais ouvrier, donc je travaillais, j'avais un patron exigeant et difficile en plus. Donc je faisais ce que je pouvais et je le faisais parler et parfois je prenais une photo pour un objet par exemple, pour un outil, pour un geste. Mais pour l'essentiel, je ne dessinais pas sur place, jamais, quasiment jamais. Et je réservais cette étape-là à mon atelier le soir ou le lendemain. Donc j'essayais d'alterner ma présence à la vigne et puis évidemment ma présence dans mon atelier parce que c'est là que le livre se faisait. Et donc ça fait que ça a été 1 an et demi, presque 2 ans, extrêmement intensif puisque j'avais en quelque sorte deux jobs. On en a combien? 300 000, 400 000 exemplaires vendus? Je ne sais pas si tu suis ça de près. On est entre 300 et 400 000 exemplaires. Ouais. T'as jamais eu l'idée, ne serait-ce que purement mercantile, de faire une suite? Je ne sais pas quels seront les livres que je vais faire dans le futur. Je sais juste les livres que je ne ferai pas. Et dans les livres que je ne ferai pas, il y aura la suite des Ignorants. Ça, c'est certain. Évidemment, il y a de la matière. Parce que depuis que le livre est sorti en 2011, il s'est passé des tonnes de choses, tant pour Richard que pour moi, autour de ce livre, qui pourrait être l'objet d'un récit lui-même. Je sais, j'ai l'intuition qu'en faisant ça, d'une part, je céderai sans doute à une espèce de démarche mercantile et je ne donne pas trop là-dedans. Et puis surtout, je sais que j'abîmerai cette expérience et ce livre, qui sont pour moi une espèce de... Dans mon parcours d'auteur de bande dessinée, c'est un moment un peu magique, parce que c'est un livre qui, sur le papier, avant que je le fasse,
était tout sauf évident. Alors évidemment, maintenant, on se dit, oui, ok, 12 ans après, le succès, etc., formidable. Mais sur le moment, moi, je faisais une expérience. Je faisais quelque chose d'un peu expérimental, à base d'improvisation. À mon éditeur Futuropolis, j'ai dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais faire un livre, mais je ne sais pas ce que sera le contenu du livre. Donc tout ça, c'était très expérimental. Il n'était même pas envisageable pour moi une seconde que ce livre devienne un succès de librairie, évidemment. On le disait, Les Ignorants, c'était il y a une grosse dizaine d'années. Avant, il y avait eu Rural, dont on présente aussi des planches dans l'exposition, où là, c'était l'histoire d'un village et de ses paysans qui s'opposaient au passage d'une ligne TGV. Autoroute. D'une autoroute, c'est l'un ou l'autre en général. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'à l'époque, t'avais senti là aussi que ce monde paysan allait se raconter autant en BD des années plus tard? Il y a un lien évident, c'est-à-dire que Rural, c'est ma première tentative de non-fiction en bande dessinée, donc ça a été publié en 2001, 10 ans avant Les Ignorants. Sans Rural, il n'y aurait pas Les Ignorants, clairement. Sans Rural, il n'y aurait pas Les Mauvaises gens. Sans Rural, il n'y aurait pas Sherpé de notre enfance, il n'y aurait pas Le droit du sol. Ce livre-là, c'est ma première tentative dans ce domaine-là. Et donc, c'est un livre qui est important pour moi parce qu'il a déclenché beaucoup de choses. Et puis, c'est aussi un livre qui me permet de me souvenir que c'était très difficile à l'époque de publier ce genre de récit parce que ça n'existait pas beaucoup en France. Je me souviens que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un éditeur. Je me souviens que j'ai bossé 6 mois sur ce livre sans éditeur, donc sans argent. C'est très concret, mais ça pose des problèmes pratiques qui sont compliqués à gérer. Et puis ça pose aussi des problèmes de crédibilité. Quand on va rencontrer des gens qu'on veut faire témoigner dans notre livre et qu'on leur dit qu'on n'est pas sûr que le livre sera publié, ça ne facilite pas les choses. Voilà, Rural a maintenant plus de 20 ans. Et au moment où on parle, ces jeunes agriculteurs qui avaient 30 ans, qui voulaient passer en bio, qui avaient repris la ferme de leur père, ils partent à la retraite ces jours-ci. On va fêter ça. On a déjà un peu fêté les 20 ans de Rural l'été dernier. On a fait une grande fête avec la Confédération paysanne, c'était formidable. Et donc le temps a passé, mais le GAEC dont je parle existe toujours. Il y a des jeunes repreneurs qui arrivent, qui sont dans le même esprit. Donc il y a une continuité qui est formidable à voir, qui est très rassurante. Évidemment, moi, je ne savais pas que ce genre de livre allait se généraliser autant en 20 ans. C'était inespéré, parce qu'à l'époque, on était très peu à en faire. Donc c'est forcément pour moi une bonne nouvelle. Et une petite fierté quand même? Une fierté non, parce que je n'ai pas la prétention d'y être pour quoi que ce soit, mais je fais partie des gens qui ont initié ce mouvement-là. Je prétends pas, évidemment, avoir inventé le reportage en bande dessinée, puisque dans les journaux, des gens comme Cabu, comme Tellet le faisaient bien avant qu'on arrive. La seule différence, c'est que là, on parle de récits au long cours. C'est-à-dire que là où eux faisaient des récits relativement courts pour la presse, nous faisons des livres qui font 100, 150, 200 ou plus pages. Des gens comme Joe Sacco, évidemment, sont déterminants dans ce domaine-là. Il y en a eu beaucoup d'autres après. Mais c'est vrai que les éditeurs ont commencé à accepter ce principe-là à l'aube des années 2000, quoi. Justement, cette non-fiction, entre guillemets, je regardais, t'en fais environ tous les 10 ans. Alors même si dans tes livres de fiction, il y a forcément aussi des choses de toi. Mais pourquoi finalement ce besoin d'y revenir de temps en temps, mais pas non plus de faire que ça? Parce que tu parles de Joe Sacco, il faisait que des livres de non-fiction. Enfin, moi, j'aime bien alterner. Alors, j'en fais un peu plus que tous les 10 ans, je pense. Enfin, je sais pas. Je fais pas de comptabilité de mes livres, hein, exactement. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'adore faire des livres de non-fiction, je vais en refaire, c'est certain, mais j'ai pas envie de renoncer non plus à la fiction, qui a des vertus aussi, et qui a un plaisir aussi, j'allais dire différent, non, pas tant que ça différent, mais l'avantage de la fiction, c'est que les personnages font à peu près ce qu'on leur demande. Dans la non-fiction, il faut qu'on s'adapte à ce qui se produit devant nous pour le raconter. C'est 2 exercices assez différents, quoique complémentaires, mais tous les deux, c'est une façon de pratiquer la bande dessinée qui me convient, et donc je vais alterner les deux encore un moment, je pense. Et un besoin aussi parfois d'être, alors, les auteurs n'aiment pas beaucoup quand on dit ça, mais d'être dans une forme de bande dessinée un peu engagée. Parce que Richard Leroy, c'était de la biodynamie, le droit du sol, il y avait ces histoires de déchets nucléaires. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même on fait passer des messages à travers ces BD-là. Moi, j'aime bien l'idée de donner la parole à des gens dont je pense qu'ils ne l'ont pas assez, à des gens dont l'expérience personnelle a quelque chose d'intéressant sur un plan plus large, qu'il est intéressant de donner à connaître. Donc un vigneron qui a cette capacité et cette finesse d'approche avec le végétal, avec le rocher, avec la météo, avec le vin, ça me semble intéressant parce que ça parle de notre époque aussi. La question des déchets nucléaires, elle me semble intéressante à raconter parce qu'il me semble qu'il y a un déni gigantesque, notamment en France, sur cette question-là, et qu'il est assez facile d'être pour le nucléaire en France quand on ne se pose pas mal de questions, mais notamment celle des déchets. Et je remarque, Le droit du sol, le livre qui en parle, est sorti il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et la chose qu'on me dit le plus à propos du droit du sol, que les gens qui l'ont lu me disent, c'est en fait, on ne savait pas.
Les déchets, on ne savait pas. Ce que subissent les opposants sur place, à Bure, au quotidien, par la police, la justice, etc., on ne savait pas. Et c'est plus facile quand on ne sait pas, c'est un peu plus emmerdant quand on sait, mais il me semble que ces livres-là peuvent contribuer à ça, c'est-à-dire donner la parole à des gens qui ne l'ont pas, qui l'ont peu, qui sont invisibilisés, et dont le combat, pourtant, ou la démarche nous est bénéfique. Je te disais en introduction, ton dernier livre, Loire, si on devait le résumer peut-être comme un portrait de cette femme, je ne sais pas si je vais beaucoup plus loin, à travers le regard des hommes qui ont marqué sa vie. Les femmes sont très présentes dans ton œuvre, je pense notamment à Lulu Femme Nue. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est déjà la moitié de l'humanité. Ensuite, parce que moi, j'ai bientôt 60 balais. J'ai grandi en lisant, en m'abreuvant d'une bande dessinée qui était une bande dessinée pour petits garçons ou pour adolescents, et que un personnage féminin en bande dessinée, dans celle que j'ai lue quand j'étais enfant, c'était un personnage féminin extrêmement archétypal, stéréotypé, hyper sexualisé. On a tous eu des troubles délicieux en lisant Natacha Hôtesse de l'air, non pas tant pour les aventures que pour la façon dont elle était dessinée et vêtue. Donc tout ça, c'est aussi le marqueur d'une époque, et mettre en scène maintenant des personnages féminins qui soient l'opposé de ça, qui soient des personnages féminins plus réalistes, plus ambivalents, plus complexes, qui ne soient pas uniquement basés sur des canons esthétiques, c'est quelque chose aussi qui nous positionne vis-à-vis de l'histoire de la bande dessinée. Donc Lulu Femme Nue, c'est emblématique de ça. C'est une femme qui n'est ni belle ni moche, ni riche ni pauvre, qui est une femme intermédiaire, moyenne, une Française moyenne, si j'ose dire, et qui a un petit ras-le-bol de sa vie quotidienne et qui part faire quelques jours de break au bord de la mer. C'est l'antithèse de l'aventure, c'est l'antithèse d'un récit prétendument érotique pour jeunes mâles prépubères, mais c'est une façon de mettre en scène, j'essaie de mettre en scène un personnage féminin qui soit complexe et plausible. Tu parles de ce milieu de la bande dessinée, tu sens quand même que les choses changent. Posy Simmonds, Grand Prix du dernier festival. Posy Simmonds, c'était ma candidate depuis très longtemps, que je suis ravi qu'elle soit le Grand Prix. Elle a fait notre affiche de l'Expo Croquet, donc nous aussi on est ravis. Donc c'est formidable, non, c'est évidemment une très bonne nouvelle, et plus largement, le fait qu'il y ait de plus en plus d'autrices et qu'il y ait de plus en plus de lectrices est évidemment aussi une bonne nouvelle pour la bande dessinée. On le voit dans les festivals. Moi, je le vois aussi dans les gens qui lisent mes livres ou qui sont aux rencontres auxquelles je suis invité. Il y a beaucoup de femmes, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc, évidemment que c'est une bonne nouvelle. Et ça fait partie aussi d'un mouvement plus général sur la question du féminisme, de l'écoféminisme même, on pourrait dire, qui fait que la bande dessinée doit aussi refléter ce mouvement-là. La bande dessinée, si on veut qu'elle reflète la réalité du monde, elle doit aussi aborder ces questions-là, et elle le fait d'ailleurs. Et de plus en plus. Comme tu le racontais dans Les Mauvais Gens, t'es d'une famille ouvrière, t'es Mauche, donc très loin, j'allais dire, du milieu, évidemment, de la bande dessinée et peut-être du milieu culturel. Comment à un moment donné, déjà tu t'es ouvert à la bande dessinée, t'as découvert la bande dessinée, est-ce que c'est comme beaucoup d'entre nous, avec des Tintins, les Astérix, les grands classiques qui traînaient, et comment à un moment donné tu t'es dit, je veux en faire mon métier ? Je me suis jamais dit littéralement je veux en faire mon métier, mais je me suis dit très vite et très fort, je veux faire un livre de bande dessinée une fois dans ma vie. Et donc j'ai fait en sorte de... Alors évidemment c'est long, quand j'étais ado, enfin jusqu'à l'âge de 19 ans, c'est-à-dire au moment où je suis allé à l'université à Rennes, où j'ai rencontré d'autres gens passionnés de bande dessinée, dans mon entourage, personne ne manifestait d'intérêt ni pour la pratique, ni pour même la lecture de bande dessinée. Donc c'était quelque chose de très solitaire, la bande dessinée, pour moi, pendant les 20 premières années de ma vie, presque. Et ça ne me posait pas de problème majeur, enfin c'était comme ça, quoi. Ado, je me suis dit que ça devait être quand même pas mal d'être un jour l'auteur d'un livre. Donc j'ai essayé ça, et je l'ai essayé en sachant que probablement ça ne marcherait pas. Je veux dire, il y a aussi une rupture sociologique. Moi, je vivais dans un petit village de l'ouest de la France. Je connaissais personne, évidemment, absolument personne dans le monde de l'édition. Il y avait même une rupture... Enfin, je veux dire, quand tu as 20 ans ou 22 ans et que tu vis dans un petit coin de la France, prendre un train, monter à Paris pour aller voir chez Dargaud, tu vois, c'est déjà quelque chose qui est un petit peu traumatisant. C'est-à-dire que c'est déjà à s'arracher à son monde pour débouler monter à Paris, déjà, l'expression monter à Paris. C'est vraiment ça, monter à Paris. Oui, on montait à Paris. Alors en plus, géographiquement, nous, j'allais plutôt vers l'est, mais enfin bref, on monte à Paris parce qu'il y a déjà là un arrachement à quelque chose. Et rien que ça, même si maintenant, évidemment, ça n'a plus beaucoup de sens, mais rien que ça, je me souviens, quand j'avais 20 et quelques années, c'était compliqué. Donc il fallait essayer. C'était bien avant Internet, il fallait rencontrer les gens physiquement, il fallait obtenir des rendez-vous. Et mon idée à moi, c'était de faire un livre. Et bon, ça m'a pris quelques années, comme ça c'est assez classique, on essuie beaucoup de refus, puis un jour quelqu'un nous dit oui. Mon premier livre a été publié en 1992 et c'était chez Dargaud, et on m'en a demandé 3 en fait. Donc j'en ai écrit un peu à l'arrache 2 autres, et ce sont mes premiers livres.
Et puis après, j'ai continué. Donc, il a bien fallu un moment que j'admette que mon activité principale était la bande dessinée, mais j'ai jamais eu de projet à long terme sur la question. Je voulais d'abord essayer d'en faire un. Il s'est avéré que j'en ai fait 2, puis 3, et puis que maintenant, voilà, 30 ans après, je continue à en faire. Et c'est objectivement, que je le veuille ou non, mon métier, même si le mot métier est toujours un peu encombrant. Et ton plaisir ? Et mon plaisir. Alors, on va pas idéaliser la chose. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où on en a marre, il y a des jours... Mais je dois admettre que je n'ai pas encore de lassitude à la réalisation de la bande dessinée, notamment grâce à l'alternance dont on parlait tout à l'heure, de fiction et de non-fiction. Ce sont des expériences assez variées. Travailler aussi en binôme parfois, c'est des choses qui m'intéressent. Travailler avec un historien comme Sylvain Venner ou avec un journaliste comme Benoît Colomba, ce sont des portes ouvertes sur d'autres univers qui font que la variété de la pratique est assez facile à entretenir, et donc ça fait qu'il n'y a pas de lassitude pour l'instant. Justement, tu parles de Benoît Colomba pour ce livre Cher pays de notre enfance sur les années de plomb de la Ve République. Est-ce que, quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui politiquement au sens large, on n'a pas envie d'y revenir justement à ce thème de la politique ? Oh, mais je pense que Le droit du sol est un livre politique. Je pense même que Les ignorants est un livre politique. Parce que ce sont des choses qui parlent de nos vies quotidiennes, de ce qui les impacte, de ce qui peut les améliorer ou les impacter. Et donc c'est moins directement politique. C'est moins directement politique, c'est vrai. Alors il y a quand même une particularité, c'est que sur ces livres-là, on travaille longtemps. Et c'est très chronophage. Et donc je crois pas que pour ce qui est du traitement au quotidien de la politique, ce soit le format idéal. On n'est pas des dessinateurs de presse. Nous, quand j'aborde un sujet, en général, le livre va sortir 2 ou 3 ans après. Donc il s'agit quand même de traiter plutôt des sujets de fond. Mais les sujets politiques peuvent être des sujets de fond, évidemment. C'est le cas de Cher pays de notre enfance. Donc évidemment, sans doute que j'y reviendrai. Mais quand on aborde des sujets à vocation écologique, c'est aussi évidemment de la politique. Et donc la dimension politique est jamais très loin de mes livres. En tout cas, je la fuis pas. Enfin, c'est même quelque chose qui m'intéresse. Mais encore une fois, je prétends qu'un type qui taille sa vigne en plein hiver, de la façon dont il le fait, c'est un geste politique. Tu as déjà l'idée de l'album suivant ? Tu travailles déjà dessus ? Je commence à y penser pour l'instant, mais c'est encore un peu trop embryonnaire pour que j'en parle. Mais c'est en cours. Ce sera de la non-fiction. Bon, en attendant, alors on lit Loire et on vient surtout et aussi découvrir cette exposition Croquet avec ses planches des ignorants et de Rural qui sont côte à côte pour marquer aussi cette filiation. Merci beaucoup Étienne. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt autant qu'on peut l'être. La première BD que tu as lue ? La première bande dessinée que j'ai lue, dont je me souvienne, je crois que c'est Astérix chez les Bretons. Et j'en garde un souvenir assez précis. Ouais, ça doit faire un peu plus de 50 ans. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps ? Chaque jour, j'ai une réponse différente. J'en sais rien, je ne saurais pas te le dire. Quelle est la plus belle couverture de bande dessinée ? C'est une couverture de Causet à la recherche de Peter Pan, une couverture blanche où un skieur fait une sorte de rayure diagonale dans le blanc en passant dans la neige fraîche. On me l'a déjà cité celle-là. Quelle est la plus belle case de bande dessinée ? Oh, c'est peut-être une case de... J'ai oublié le titre, mince. C'est un Tintin où on voit le capitaine Haddock et Tintin tirer face à des gens qui les chargent dans les dunes et ils se relèvent. Il y a une espèce de au Pays de l'Or Noir, c'est ça. Il y a une décomposition d'un mouvement au sein d'une case et même d'un enchaînement de plusieurs cases qui fait que là, on est vraiment dans de la bande dessinée. C'est-à-dire que le mouvement se crée à travers un mouvement décomposé de plusieurs personnages. Je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin, c'est des trucs qui m'avaient à l'époque assez bluffé. Ça, on ne le souligne pas assez aussi, comment non ? Hergé découpait ses cases. Ça, voilà. Quel est ton personnage de BD préféré ? Le personnage d'Armalite 16 de Michel Crespin. Il y a longtemps que j'ai lu ce livre-là, je vais le relire en rentrant, tiens. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand j'ai lu ça, c'est comme les livres de Causet dont on vient de parler, c'est des livres qui m'ont ouvert à autre chose que la franco-belge classique. Alors Michel Crespin a eu une carrière assez discrète, il est mort jeune, mais il y avait un rapport à la nature, au temps, au silence, à la méditation qui me fascinait et je ne savais pas qu'on pouvait faire ça en bande dessinée. Quel est ton personnage de BD détesté ? Michel Vaillant. Pourquoi ? Parce que ça condense toutes sortes de choses que j'aime pas là-dedans. Graphiquement, ça me parle pas, c'est très froid. L'univers m'emmerde terriblement. La façon dont c'est raconté, dont c'est dessiné, tout ça, ça me touche pas du tout. Alors de là à dire que je le déteste, c'est beaucoup, parce qu'en fait, je suis assez indifférent, mais c'est quelque chose qui est très très loin de moi, on va dire ça comme ça. Tu dessines dans le calme ou en musique ?
Je dessine avec un fond musical, mais qui me sert simplement à habiller le silence. C'est-à-dire que j'y prête pas beaucoup d'attention. Où j'écoute parfois la radio, en fait, je l'écoute pas. C'est-à-dire qu'elle est là comme une petite présence. Couleur ou noir et blanc? Alors, j'ai tendance à botter un peu en touche sur cette question-là, parce que j'aime bien travailler au lavis. Le lavis, c'est quoi? C'est une mise en couleur en noir et blanc, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça consiste à faire un dessin au trait, et puis à le traiter ensuite avec des niveaux de gris au pinceau. Moi, je le fais au pinceau et à l'encre plus ou moins diluée, et avec du noir plus ou moins dilué, avec des gris. Donc, on peut suggérer des ambiances, des lumières, des volumes, des atmosphères, et j'aime bien faire ça. Ceci dit, le plaisir de l'aquarelle est un plaisir sans cesse renouvelé. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on connaîtrait pas forcément? Il y a longtemps que j'ai lu un livre de Guillaume Bouzard. Tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'il devient. Et si vous connaissez pas Guillaume Bouzard, il faut le lire parce que c'est quand même très très drôle. Merci beaucoup Étienne d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Et donc on vient découvrir tes planches dans l'exposition Croquer, la BD met les pieds dans le plat au musée de la bande dessinée jusqu'au 10 novembre. Et on relit toute ton œuvre, notamment Loire, sortie il y a quelques semaines maintenant aux éditions Futuropolis. Merci. Merci. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.